s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches plus qu'intimes avec le président de la République, parce que lui, sa femme était belle-sœur du président de la République. Donc c'est ce qui lui permettait de... Évidemment, d'avoir toutes les portes ouvertes. L'intervention du fameux Ali et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace. Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien, Carlos Andrés Pérez. Et 2 protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays. Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi. Un contrat secret est signé, en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse. Ce qu'on appelle un contrat de commission. L'argent versé à des intermédiaires qui vont payer des gens influents dans les pays. Et pour payer ces gens influents au Venezuela, Elf dépense rien moins que 20 millions de dollars, 140 millions de francs, à répartir entre différentes personnes, amis du fameux Agou. L'homme à convaincre était bien sûr le président Carlos Andrés Pérez. On apprendra plus tard qu'une partie de cet argent a bénéficié à certains de ses proches. Qu'on le veuille ou non, il faut corrompre ou le ministre du pétrole ou les responsables. Parce que qu'est-ce que vous croyez que les intermédiaires ils font dans ces cas-là? Les intermédiaires, ils essaient, eux, d'obtenir le résultat. Alors, à qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent les résultats à la suite du front sans intéresser personne? Verser des commissions pour André Guelfi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière ces opérations pétrolières en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Ils payent, que ce soit en Angola, ou au Gabon, ou n'importe où. On est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous payez que dalle. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées, entre 300 et 800 millions de francs de commission, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaumat? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon et sous M. Becker, et continué sous M. Jaffron. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bakchiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement des commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été retenus par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de l'impôt. Why is collected? Why? Ah, la.
Ah, yes, attendez. You close the window. You're supposing to open the window. Is that making the thing to be hot and it stop? And I will cook. Ah, la 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 la. I don't understand at all. Ils sont obligés de payer. Je vais reprendre la... J'ai repris un peu la vidéo. Ça s'est arrêté. Et ça va reprendre. Ah, Dieu le Père. Ils payent, que ce soit en Angola, au Gabon ou n'importe où. On est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous avez que dalle. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées, entre 300 et 800 millions de francs de commission, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaumat? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon et sous M. Becker. Oui, et continuer sous M. Geoffrey. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bakchiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne non de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré. Mon direct avait coupé, donc je le reprends. Donc, pour reparler, le pôle berceau du Congo, pourquoi pointer toujours les laris
le tiers africain, je suis un citoyen libre. Donc, je reprends ce direct. Nous allons repartir sur Elf Aquitaine parce que, pour bien comprendre, et après je reviendrai sur d'autres sujets, c'est comme ça, pour bien comprendre qu'est-ce qui a fait que le Congo se retrouve dans le pétrin que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. D'argent, grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises, ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Alors, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors, si je prends l'exemple quand même concret des... Voilà. Donc, nous avons suivi l'affaire du Congo, Brazzaville. Elf Aquitaine est à l'origine de la destruction du Congo-Brazzaville. Total font une politique pire que celle de Elf. Total fait pire, mais sauf que Total a d'autres stratégies bien cachées. Tous les armements que Sassou a pour exterminer le peuple, donnés par qui? Total. Total. Qui dit Total dit l'Élysée. Qui dit Total dit Matignon. Total à la défense, est-ce qu'il paye les impôts? 0,0. Donc le problème du Congo, c'est Elf Aquitaine et après la succession de Elf, c'est Total, qui ont empiré les situations de notre beau pays que le Congo, Brazzaville. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un autre problème, c'est les problèmes ethniques. Deux ethnies qui se cachent toujours dans la destruction du Congo.
les Babembe, et en même temps, certains Bateki qui aiment toujours faire les choses en coulisses pour accuser toujours le peuple Lari. Quand vous regardez toujours bien, les jeux, ils ont des stratégies machiavéliques. Mais est-ce qu'on a besoin de stratégies machiavéliques? Non. On a besoin d'avancer dans un Congo meilleur pour tous. Le peuple congolais a tellement souffert. Le peuple congolais n'a jamais eu de repères. Toujours que la destruction des crimes atroces. Mais est-ce qu'on va continuer? Non. Aujourd'hui, moi, ce que je demande à tous les Babembe, nous devons nous aimer, nous tous. Nous sommes des mêmes pays, le Congo. Les histoires des anciens, les vieux papas, parce que les vieux là, qui ont travaillé avec Sassou, eux c'était pour mieux régner, il fallait amener la division. Ils ont réussi dans toute leur stratégie, diviser pour mieux régner. Mais on n'a plus besoin de cela, on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer pour un Congo meilleur pour toutes les générations. Ça fait éperdument mal. Il y a des gens au Congo. Aujourd'hui, pour pouvoir mettre quelque chose dans la bouche, c'est un problème. Est-ce que ça devrait exister? Non. Nous avons les grandes forêts, les plus immenses, le bassin du Congo. Nous avons des eaux de source. Nous avons les animaux qui sont là. Mais est-ce que c'est normal que le peuple souffre de faim? Sassou Nguesso, s'il avait mieux dirigé le Congo, s'il avait mieux fait des choses au Congo, les gens allaient rien dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Il n'a rien fait. Il a amené que la division. Il a amené que le sang. Mais est-ce qu'on peut continuer avec un homme ainsi? Non. On a besoin d'un Congo meilleur pour tous. Nous avons la force aujourd'hui, mais un jour, nous allons aller à la cinquantaine, à la soixantaine, un jour. Tous, nous sommes prêts à vieillir. Mais est-ce que nous allons laisser un Congo là où les enfants, nos enfants et les petits-enfants n'auront pas de repères? C'est à nous de laisser un Congo meilleur pour nos enfants et nos futures générations. Mais si nous ne le faisons pas, est-ce qu'eux, ils pourront le faire? Est-ce qu'eux, ils pourront s'en sortir? C'est à nous de faire le travail. L'union fait la force. La communauté européenne, ils ont eu l'idée comment de faire la communauté européenne. Mais à partir de l'Afrique. À partir de l'Afrique. Eux, ils ont fait leur communauté européenne. Aujourd'hui, ils sont tous ensemble. L'union fait la force. Mais nous, on a besoin d'être tous ensemble. Mais si on n'est pas tous ensemble, on arrivera comment? On arrivera comment sur l'histoire du Congo? Ça va être compliqué. Maintenant, nous allons passer une vidéo et les gens vont comprendre. Et après, je reprendrai. Après, je vais reprendre. Ça sera... voilà. Mémoire des présidents africains. Du Congo. On va suivre ça. On va suivre ça. Et après, moi, je vais reprendre. Je fais voir cette vidéo parce que c'est important. C'est très important. Les archives, c'est tout ça. Mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques.
On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que on ne puisse pas se comprendre. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventures. De quoi? Opportunisme. Vous ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir? Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Voilà. Donc, ils sont au... Vous avez entendu? Ce sont les tricheries qui font que lier les guerres. Donc, à l'époque de Pascal Lissouba, il y a eu pas mal de tricheries. Est-ce que vous voyez? À l'époque de Pascal Lissouba, il y a pas mal de ces gens qui étaient en train de voler l'argent dans les caisses. Et il le faisait tout en douceur. Et le peuple n'était pas au courant de ce qu'il faisait. Tout en douceur. Or qu'avec le PCD, le clan de 8%, qui n'a pas gagné aux élections, eux, ils font les choses en direct. Et vis-à-vis, ils ne font pas les choses en cachette. Trésor public, c'est devenu comme leur ceinture. Trésor public, c'est devenu comme leur pantalon. Ils vont se servir comme ils veulent. Et cet argent n'est pas leur argent, l'argent du peuple congolais. Le peuple qu'ils font souffrir éperdument. Pas d'emploi. On licencie les gens. Pas de salaire. 12 mois, 13 mois. Mais attendez, où va le Congo? Et pendant ce temps, les familles des enfoirés d'Ngesso, ils voyagent dans tous les pays comme ils veulent. Hein? Voilà. Voilà où vient le problème. La tricherie. La tricherie, elle est où? Toutes les diasporas que vous voyez qui aiment les salles à Paris. Vous allez bien voir ces diasporas-là. Examinez-les bien et vous allez comprendre. Tous n'ont pas les mêmes points de vue d'une même politique pour servir le peuple. Mais ils ont les intérêts pour servir leur propre ventre. Les détournements de fonds, ils les aiment et ils veulent amener un système même pire que ce que 8% a fait. Est-ce qu'on a besoin de cela? Non. On a besoin d'un Congo meilleur pour tout Congolais. On a besoin que les Congolais du sud, de l'ouest, de l'est, du nord puissent circuler librement. C'est ce qu'on a besoin. On n'a plus besoin de voir des militaires dans chaque frontière pour demander aux gens des cartes d'identité. C'est quoi ça? Est-ce que le Congo est devenu Congo des frontières? Il faut arrêter. Est-ce qu'au nord, ils font cela, ce qu'ils viennent faire au sud? Non. Il faut que ça change. Nous avons besoin d'un Congo meilleur. Nous avons besoin d'un Congo qui va décoller pour le bien de toutes les générations. C'est ça. On n'a pas besoin d'un Congo où ce que les gens vont ramener les systèmes à l'époque. De Yombi, de Sassou, de l'autre là, des vieux poignets. Tomba Tomba, Mberi Martin, Mukwege, et de Onga Pierre. Tous ces, les Dabira, les Ndalagraï, tout cela. On n'a pas besoin. On a besoin d'un Congo où ce que le peuple congolais. Tous viendront avec des idées pour amener un Congo meilleur pour tous. On n'a pas besoin d'un Congo où il y aura des règlements de compte. On n'a pas besoin d'un Congo où il y aura que le sang qui va couler. Le sang qui a coulé à Brazzaville a rapporté quoi au Congo? 0-0. Que la destruction massive du Congo. Donc la tricherie, c'est ce qui amène la guerre. Et il faut qu'il n'y ait plus de tricherie, il faut que ça cesse. Et il y a pas mal qui se cachent derrière les clubs. Les clubs de quoi? De pouvoir. Des gens cherchent à devenir président, ministre pour voler. Est-ce qu'on a besoin de cela? Non. Est-ce que le président Fulbert Youlou a volé? Non. Est-ce que le président Massamba Deba a-t-il volé? Non. Président Fulbert Youlou a créé des entreprises,
a donné du travail à tout Congolais. Massamba Deba également. Vous voyez? Pourquoi Sassou a tué le président Marien Ngouabi, président Massamba Deba et le cardinal Émile Biaïnda sont tous subitos? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Sassou savait que Marien Ngouabi, c'était le président du peuple. Massamba Deba était le président du peuple. Le cardinal Émile Biaïnda était l'homme du peuple. Donc il fallait effacer ces trois-là. Où est le corps de Massamba Deba? Est-ce que les parents de Massamba Deba savent où se trouvent les corps? Niet. Personne. Jamais le corps a été rendu. Mais Sassou doit dire où est-ce qu'il a mis le corps. Il y a pas mal de rumeurs, oui, qui ont été données à des animaux du parc, les lions. Donc nous avons besoin de connaître la vérité sur l'histoire du Congo. Nous allons continuer avec cette vidéo, après je reprendrai. Parce que c'est important l'histoire. Ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire de l'évolution-là, ceux qui l'ont accompli ne sont pas sûrs de ce qui doit se passer. Voilà. Voilà, donc on a suivi. On a un peu compris pas mal de choses. Hein? Dans cette vidéo, on a compris. Hein? On a compris pas mal de choses. Le maximum de profit des ressources. Donc, pour... Là, nous avons besoin de suivre une autre vidéo. C'est très important, l'histoire du Congo. Mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. On a l'impression qu'on veut utiliser les Africains pour régner. Ou alors il y a certaines d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que on ne puisse pas se comprendre. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventures de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Et puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Voilà. Donc, ils sont au Congo. Donc ce sont les tricheries qui font qu'il y ait des guerres. Hein? On a bien compris les tricheries. Hein? Les tricheries font qu'il y ait des guerres. Et le Congo, tout ce que le Congo a connu, pourquoi? Par rapport au général de Gaulle. Nous allons repartir. Du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qui est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. Rapidement, les dirigeants de ces sociétés commettent des abus. Ils cherchent à tirer le maximum de profit des ressources naturelles du pays. Le caoutchouc et l'ivoire font l'objet de nombreuses convoitises. Mais face aux abus des colons, les populations locales remettent en cause le régime de l'indigénat, de la colonisation. Ici et là, des signes d'exaspération apparaissent. Dans les villages, on se réunit, on en discute. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français, en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignants, médecins, infirmières. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celles-ci facilitent l'écoulement de la production de la brousse. Puis
Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre. Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés, que s'achève la construction. Engagée aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, il fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Les premières élections municipales ont lieu en 1956. L'abbé Fulbert Yulu est élu maire de Brazzaville et Stéphane Tchichel, maire de Pointe-Noire. En novembre 1958, à la suite de la loi cadre de Gaston Defferre de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la République du Congo. Elle est dotée de l'autonomie, mais non de l'indépendance. Le Congo se prononce pour l'entrée dans la communauté et l'Assemblée nouvellement élue transfère la capitale à Brazzaville. Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. Comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire, sous domination française en Afrique, d'abord sous le nom officiel de République congolaise. En 1960, l'abbé Fulbert Yulu, alors Premier ministre, devient le premier président de la République du Congo. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Yulu, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tend à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu au feu. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Yulu est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. Là commence un chapelet d'accession au poste de la magistrature suprême par les citoyens politiques de la République du Congo. Au cours des événements des 13, 14 et 15 août 1963, ces journées sont appelées les Trois Glorieuses. L'abbé Fulbert Yulu est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Yulu à la tête de l'État. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible. L'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Un nouvel homme entre en scène, Alphonse Massamba Deba, Premier ministre, puis très vite président. Il est l'acteur du rapprochement avec le bloc communiste, l'homme du socialisme bantou, selon son expression. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Fulbert Yulu à la tête de l'État.
avec son équipe gouvernementale, formée en grande partie dans les écoles occidentales, se rapproche de la Chine communiste en matière de politique internationale et se prononce en faveur du socialisme. Le président utilise l'expression de socialisme bantou, instaure un parti unique et abandonne le pluralisme politique. Pascal Lissouba, puis Ambroise Noumazalaï, son premier ministre. Beaucoup des cadres politiques de l'époque sont fascinés par le socialisme scientifique. Mots d'ordre et articles de presse s'inspirent du style, alors en usage en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires. On témoigne ce mot d'ordre publié à la une de l'hebdomadaire Etomba en juin-juillet 1968. Que ceux qui se sont infiltrés dans les rangs de comités révolutionnaires pour se servir et non pour servir le peuple tremblent. Car le châtiment de ce même peuple les attend au tournant. Le 2 août 1968, à la suite du soulèvement de certains éléments de l'armée, Massamba Deba est contraint de se retirer à Boko, région du Poul, son village natal, puis de donner sa démission le 4 septembre 1968. L'élément déclencheur du putsch a été l'arrestation du capitaine Marien Ngouabi, officier de l'armée congolaise connu pour ses convictions socialistes. Libéré le 31 juillet par un groupe de parachutistes, celui-ci crée le 2 août le CNR, Conseil national de la Révolution, dont il prend la tête. Le 31 décembre 1968, le capitaine Marien Ngouabi devient président du Congo, celui-ci réaffirmant l'option socialiste du pays. Alphonse Massamba Deba démissionne sous la pression d'un Conseil national de la Révolution regroupant civils et militaires, dont Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. C'est un coup d'État, certes, mais populaire. Fin décembre, Marien Ngouabi devient président et un nouveau parti, le Parti européen du travail. S'attache alors à propager l'idéologie marxiste. Propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Et le candidat du Nord entend décider Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Marielle, 32 ans, chef d'État, national. Depuis 1 an et demi, depuis la chute de Massamba Deba, cet homme qui fait son footing tous les matins à 6h30 dans les magazines. Cet homme qui est du Congo socialiste associé, formé très traditionnellement en France, capitaine de parachutistes, commandant. Marielle Ngouabi était le premier le plus populaire du Congo. Il est devenu président de la République. En ce temps, il a aussi appris marxisme. Feeling one Mexico. Where I'm coming from there, I'm still one black field for them. Combien d'années de moi que c'est tout ça? Tu ferais que tu dis. Elle est ici. Ah bon, c'est ici. Ils vont me l'enlever, ils vont me l'enlever. Ils vont me l'enlever. Ils vont me l'enlever.
parade extérieure. Voilà l'élément fort du régime du pays. Pour rester face à ces hommes, le président Mougabi ne refuse pas de sauter en parachute, lui aussi, entre les membres, même si les membres du bureau politique PCT, le Parti congolais du travail, font la démarche. Le tabac et un peu de vin. Le vin, oui. Le vin, ça va. Eh bien, c'est d'abord ce pas en tant que sport que nous faisons. Pour nous, c'est d'abord les soldats les parce que dans un pays comme le nôtre, où il y a pas beaucoup de voies de communication, qui permettent aux forces armées d'intervenir dans toutes les régions. Par véhicule, je crois que la meilleure solution consisterait à faire de toute la course parachutiste parce qu'on peut l'arriver des forces des soldats en cas de besoin. Et en plus, comme on dit, le Sahara, c'est l'antiquaire qui demande la terre. Vous savez, c'est pour ça que nous nous intéressons particulièrement à ce métier sérieux, la défense de la patrie et de la nation. socialisme, c'est la résultante de 100 années de colonisation et d'exploitation capitaliste. La République du Congo devient République populaire du Congo. Elle adopte le drapeau rouge et un nouvel hymne national qui fait référence aux 3 journées de soulèvement qui avaient entraîné la chute de Fulbert Yulu en août 1963.
Soulesso, désormais capitaine, poursuit son ascension. Chef du groupement aéroporté, patron des forces terrestres de Brazzaville, directeur de la sécurité, ministre de la Défense. Aux côtés du camarade président Wali, il est le numéro 2 du régime. Quel genre d'homme était Marie? Un homme de conviction aussi. De grande conviction et de grande intégrité. Il croyait toujours à ce qu'il faisait et quand il décidait de le faire, il allait jusqu'au bout. C'est un homme très drôle. C'était votre ami? Ah oui, c'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je suis resté jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. C'est un moment de fierté. Le 18 mars 1977, le président Marien Gouabi est assassiné dans sa résidence. La foudre tombe sur Brazzaville. Après 8 années vieilles, le socialisme est choqué. Complot, trahison et de tentatives de putsch, le président Marien Gouabi est assassiné par un commando dans l'enceinte de sa résidence de l'état-major. Bien plus tard, lors de la conférence nationale, certains accuseront sans preuve Denis Sassou Nguesso d'avoir lui-même commandité le meurtre. Vous racontiez le moment du mars 2007. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez appris ce qui s'est passé? C'est très simple à raconter parce que je l'ai lu la vie. Et puis, je crois qu'à cause de ce problème, Kabila, etc., les appréhensions qu'on avait au sujet des situations à la place de Kabila, le quartier était possible. Réfléchir un peu à Pilac. Je suis arrivé, les journaux, le téléphone, me dire que les enfants tirent en direction de l'état-major. Ils tirent en direction de l'état-major. Le téléphone. Je n'ai même pas dit au revoir. Je suis le conseil de gouvernement vers mon bureau au ministère de la Défense. Donc je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie. Là on m'a dit que le président Gouabi grièvement blessé et on l'a amené à l'hôpital militaire. Qui a tué Nabiso? Il y a eu un dossier. On ne peut pas continuer de faire la conclusion. Il y a eu un dossier. Les éléments qui avaient participé au portrait, ceux qui étaient abattus sur place sont connus. Ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés dont Belgique avait été tué par les autres.
D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays, en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines. Je puis vous dire que ces corps de la révolution ne peuvent pas vous dire exactement pourquoi ces gens-là sont morts. Jusqu'à je dis là-bas, jusqu'à là, jusqu'à Plateau. Et là, je dirais quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la parodie de quelqu'un qui largue sur place 50 de sang. Et nous prenons un livre propre, habillé comme moi, il a des trucs dans le dos. Il a celui qui porte n'a pas de trace de tout. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le procès en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines. Et vérifier, par exemple, le véhicule du commando qui est entré au quartier général, la 404, qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du gendarme. Et encore, on ne peut pas créer le caméra sensible. Nicolas je m'élève contre ça. Non, je m'élève contre ça. Dans l'atmosphère de discussion et de règlement de compte qui suit l'assassinat de Marianne Gouabi, deux personnalités sont identifiées. Le cardinal Émile Gayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Deba, 2 jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. Je m'en regrette. Ça que si, sans aucun doute. Bon, le président Massamba Deba était un peu. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais le candidat Gayenda n'était pas un peu. Il n'y avait pas de position politique. Le décès de Marianne Gouabi et la mise en place du CMP sont annoncés officiellement le 19 mars. Il organise la vie mortuaire des proches du président de Fabre. À son domicile de Pilar, dans les jours suivants, une cour martiale est chargée de juger ce que la commission d'enquête désigne comme auteur et complice. Alphonse Massamba Deba, présenté comme l'instigateur du complot contre son successeur, est condamné à mort. L'ancien président de la République est exécuté dès le 25 mars 1977. Le lieutenant Moreau, le caporal Antou et plusieurs membres de la garde présidentielle sont également placés par les armes. Le capitaine Barthélemy Kikatidi, rayé des cadres de l'armée par Marianne Gouabi en 1970, chef du commando selon la version officielle, est condamné à mort par contumace. Les obsèques de Marianne Gouabi se tiennent le 2 avril 1977. Le lendemain, le comité militaire du parti communique sa structure définitive. Joachim Yomi Opango en est le numéro 1 et devient le 4e président de la République. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 10 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marianne Gouabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenu pour responsables. L'assassinat de Gouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Au-delà, je voudrais simplement souligner que
des choses qui ont été faites, c'est que après la conférence nationale, nous avons mis en place une constitution. Nous avons dit de manière claire que les partis et associations politiques concouraient à l'exercice de la démocratie et du suffrage universel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté et que j'encourage de réhabiliter le Parti démocratique sans regarder. Parce qu'il ne s'agit pas de parler. Je crois que vous êtes suffisamment grand pour savoir que It isn't for Josh. qui exercent le pouvoir de I'm just asking. recherche sont des partis d'opposition. Qui sont-ils? Où existent-ils? This one. This one. I should put down there. How is it ugly? This you need to put down there. They don't know. We know. You need to put that thing down I don't there. know what you're talking about. Give me time to cross. C'est comme des partis ayant l'ordre de bataille, donc les amis militaires, qu'il peut espérément concourir à l'accession au pouvoir. Ce n'est pas comme les autres. Bon. Donc, j'ai voulu que vous puissiez suivre cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui a fait que notre Congo se retrouve dans cette situation chaotique. La tricherie et la jalousie et la haine. La jalousie et la haine, c'est ce qui a amené le Congo dans la destruction. Parce qu'il y avait pas mal des anciens. Donc quand je dis les anciens, tous ceux qui sont des papas, ils avaient des règlements de compte à régler entre eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis aussi la jeunesse à l'intérieur pour les coups de poignet, les terrasser. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui. La haine, la jalousie et les histoires tribalisme. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se cachent derrière les ethnies pour faire de mal aux autres ethnies. Mais et pourtant nous tous, nous sommes des Congolais. Mais ceux, soi-disant, ni Bolek, mais qui sont que des Babembe. Certains sont des extrémistes. Certains ont des venins. Les venins à l'époque des anciens. Regardez bien l'histoire. 67-68 et 70, 71, 72, 73. Tous les parcours de tous les vieux que nous connaissons. Vous allez voir que c'était des jeunes dans la politique. Il y en a qui sont rentrés dans le monde de la politique à 20 ans, 21 ans, 19 ans. Mais des grands criminels, ils avaient déjà le sang dans les mains. Et ce sont ces vieux-là que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Mais est-ce que le Congo va continuer tout